Voilà, je suis un peu, Pas de problème, Irène, on comprend tout à ouais, fait. voilà. Bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez sur ce replay. On est en ligne avec Charlotte et Guillaume de l'association Latitude pour un replay RGPD, pour une intervention pardon, RGPD. On les remercie énormément. On a fait le tour de table. On n'a pas fait la photo de groupe, mais comme on est un petit peu short sur l'heure, là je passe un petit peu vite. Chloé et moi, on est cofondatrices, vous nous connaissez. Je vais proposer à Charlotte et Guillaume de se présenter, si vous voulez bien, et après on passera à votre intervention du jour. Merci encore à vous. Bien sûr, Guillaume Serrano, du coup, Société Advance, je serai votre interlocuteur du jour on va parler du RGPD, de la protection des données. Juste pour le timing, j'ai prévu 1 heure et demie, moi, de mon côté, donc n'hésitez pas si vous avez des questions tout au long de l'intervention. Moi, je vois plutôt ça plutôt qu'une sensibilisation à sens unique et unilatérale. Vraiment, alors, si vous avez des questions, des choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou en prenant la parole et je me ferai un plaisir d'y répondre. Super, merci Guillaume. Et bonjour à toutes, du coup, parce que j'ai l'impression qu'on est entre femmes aujourd'hui, Oui. par toi Guillaume. Moi, c'est Charlotte, je travaille chez Latitude depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc, Latitude, c'est une asso de la tech qui permet de sensibiliser au numérique engagé et responsable. Et aujourd'hui, je suis là pour représenter le programme Cyber for Good, où on aide les porteurs et porteuses de projets sur leur sujet de cybersécurité. Et je pense qu'on va pouvoir démarrer. Super. Merci Charlotte. Je vais vous partager l'écran, du coup. Ouais, super. Est-ce que Parfait. c'est bon pour tout le monde? Ouais. Yes. Super, donc aujourd'hui nous allons parler du RGPD, alors, surtout dans le contexte des associations. On va aborder pas mal de sujets liés à liés à la thématique de la protection des données. Ça va faire pas mal d'informations, je vais pas vous le cacher, hein. C'est un petit peu dense comme présentation, donc encore une fois je me répète, n'hésitez pas à intervenir, c'est des sujets sur lesquels je suis passé un peu vite et vous avez des questions. Voilà. Est-ce que Guillaume, on aura accès au diaporama ou pas? À voir avec Charlotte, mais j'imagine que oui, Charlotte, généralement Ouais, tu les diffuses. ouais, exactement. Ok, Oui, oui, merci j'avais beaucoup. le lien, ouais. Merci. Voilà, donc qui sommes-nous? On vient de faire un petit tour de table, j'imagine que je peux passer cette slide si ça vous va. Oui, oui, très bien. Oui. Donc la cause Cyber for Good, Charlotte vous la présentez rapidement. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot là-dessus. Dans les grandes lignes, c'était ça. Juste si on peut passer à la slide d'après, je vous en reparlerai à la fin. Mais pour que vous sachiez, on a 3 modalités d'accompagnement. La première, c'est les webinaires comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On vous propose aussi ensuite des rencontres d'1 heure avec des spécialistes de la tech et là, en l'occurrence, de la cybersécurité pour parler vraiment de votre projet à vous, que vous puissiez poser vos questions. Et on propose aussi des accompagnements plus longs selon la typologie de projet. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions d'ici la fin du webinaire. Ok, super. Super. Ça, Merci. faut pas Donc, hésiter à solliciter, hein. Là, je fais un petit aparté. N'hésitez pas à solliciter Latitude parce que c'est vraiment des programmes qui sont super pour les assos. ok, très bien. Donc aujourd'hui, donc le programme, alors, il y a des questions-réponses sous forme de quiz qui sont assez sympas en fin de présentation, mais toute la première partie, évidemment, on va vous parler enfin, je vais vous parler du RGPD pour les associations. Donc on va dire la protection des données adaptée à votre contexte associatif. Voilà, 35 minutes, bon, ça va être un petit peu plus long. Voilà. On va poser un petit peu les termes. Donc le RGPD, déjà, c'est bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'éléments pour se mettre en conformité, mais la première question qui vous vient peut-être à l'esprit, c'est déjà pourquoi se conformer, tout simplement. Alors, évidemment, la première approche de la conformité, c'est pour éviter des sanctions financières, administratives ou réputationnelles. On a un organe en France qui s'appelle la CNIL, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est le Comité national d'informatique et liberté, Commission nationale informatique et liberté, pardon, qui s'occupe de, si vous respectez pas tout ce dont je vais un petit peu essayer de vous parler aujourd'hui, se charge de mettre des amendes. Et les amendes, c'est pas que pour les entreprises du privé, c'est aussi pour le milieu associatif, c'est aussi pour les entreprises du public, c'est pour tous les acteurs qui sont liés à la protection des données. Donc c'est des amendes qui peuvent être un petit peu salées, donc on n'a pas forcément envie de les payer, encore moins quand on est une petite association. Voilà. Pour info, je donne juste des chiffres comme ça à titre informatif, ça peut monter jusqu'à 20 millions d'euros d'amende, une amende liée à la protection des données, ou 4% du chiffre d'une entreprise. Donc, mais se conformer, c'est aussi pour permettre de respecter la vie privée des personnes qui adhèrent à votre association, tout simplement, ou même ce que je vais vous dire aujourd'hui est aussi valable pour votre sphère privée, hein, c'est-à-dire c'est aussi protéger votre vie privée, celle de vos proches, de votre famille, etc. C'est aussi renforcer l'image de confiance. Que c'est simple, si vous avez
certaine maturité sur le sujet, peut-être que les gens vont vous faire un peu plus confiance. C'est le cas pour une entreprise, c'est aussi le cas pour une association. Et évidemment, tout ça dans l'objectif de préserver la sécurité et la confidentialité des données. Donc la protection des données, juste un tout petit peu d'histoire, c'est pas voilà, c'est pas le cœur du sujet de vous raconter l'historique du RGPD. Le RGPD, il est rentré en application en 2018, il existe depuis 2016, donc ils nous ont donné un petit peu 2 ans pour nous mettre, quand je dis nous, hein, c'est en Europe, parce que le RGPD est un règlement européen, nous mettre en conformité, mais en France, on n'était pas trop mauvais quand même sur le sujet, parce que comme vous pouvez le voir tout à gauche de la fresque, on avait déjà euh, essayé de poser des textes sur le sujet, sur la protection des données, avec notamment la loi informatique et liberté de 1978. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le RGPD qui est venu en 2016 comment dire, à renforcer un petit peu ces thématiques qui étaient déjà présentes dans la loi informatique et liberté. Vos données vous appartiennent, le RGPD vous explique dans les grandes lignes comment les protéger, quels droits vous avez sur vos données et quelles sont les obligations des entreprises, des associations, des entités publiques qui traitent vos données personnelles. Voilà, donc c'était dans les grandes lignes. Ok, donc là je répète un mot depuis tout à l'heure quand même, données personnelles. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est une donnée personnelle? Là, on a la réponse sous les yeux. Voilà, vous avez la réponse sous les yeux. Donc la réponse normalement devrait être oui, mais donc une donnée personnelle, tout simplement une donnée, ou alors, on peut aussi entendre donnée à caractère personnel, c'est tout ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc les données, elles sont généralement catégorisées dans les six catégories que vous avez justement à l'écran. Ça peut être des données d'identification, simplement, des choses assez directes, votre nom, prénom, adresse mail, des données de vie personnelle, votre nombre d'enfants, votre situation familiale, etc. Des données de vie professionnelle, votre fonction, votre service. Ça peut être aussi des fois une adresse mail professionnelle. Si elle vous identifie de façon formelle, ça peut être une adresse, ça peut être une donnée personnelle. Apparemment, des guillaume.serrano@advance.fr, il n'y en a pas 150 en France. Des données de connexion, ça c'est un peu plus technique peut-être, mais vous savez, les fameuses adresses IP dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Vous avez peut-être déjà vu à la télé, oui, on a réussi à remonter à ce malfaiteur grâce à son adresse IP. Ben oui, parce qu'une adresse IP, en fait, elle est unique. Donc, une adresse IP égale une personne, donc c'est facile de vous identifier avec. Des données financières et économiques, des données de localisation, et puis il y en a encore plein d'autres. Tout ce qui vous permet de vous identifier directement ou indirectement. Exemple tout bête, une plaque d'immatriculation d'une voiture. Pour vous et pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais une personne qui a le bon fichier pour faire la corrélation entre cette plaque et votre identité peut savoir qui vous êtes, simplement. Voilà, donc c'est tout ça, c'est des données personnelles, c'est des données qu'on veut essayer de protéger évidemment parce que c'est des données qui nous appartiennent. Parmi les données personnelles, il y a des données qu'on appelle des données sensibles. Les données sensibles, on va dire, comment le comprendre, c'est des données personnelles plus entre guillemets, hein. C'est vraiment des informations qui nécessitent un niveau supplémentaire de sécurité parce que elles peuvent, comment dire, en cas de fuite ou de divulgation, vraiment avoir une atteinte assez importante sur votre vie privée. Donc là, pareil, elles ont été catégorisées. Donc dans dans les données personnelles, on a tout ce qui concerne l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les opinions philosophiques également ou religieuses, l'appartenance syndicale, la santé et la vie sexuelle. Voilà. Tout ça, c'est des données personnelles, c'est des données qu'il faut particulièrement protéger. Pourquoi on les protège? C'est des données qui, dans un certain contexte, si elles sont divulguées, ça peut vous porter préjudice. Voilà, tout simplement. Je sais pas si vous avez déjà entendu des histoires, mais par exemple, c'est pas impossible que si, je sais pas moi, un banquier qui connaît tout votre historique sur vos données de santé et qui sait que vous êtes atteint d'une maladie assez grave ou ce genre de choses puisse vous refuser un prêt bancaire malheureusement ou dans un cadre par exemple un contexte un peu plus salarial, c'est simple. On a appris votre orientation politique ou syndicale. Eh ben, c'est pas impossible que la personne qui souhaite vous recruter se dise mince, celle-ci, elle est rattachée à la CGT, elle va nous poser des problèmes, on va pas la recruter. Voilà. Donc, vous rendez compte quand même des impacts que ça peut avoir pour votre vie privée, ça peut vous empêcher de trouver un emploi, ça peut vous empêcher de contracter des prêts. Évidemment, après, il y a plein d'autres risques qui y sont associés, comme de l'usurpation d'identité. Enfin, voilà. C'est assez, euh, assez général. Donc, ces données personnelles, où est-ce qu'on peut les trouver?
Ben, en fait, un petit peu de partout. Donc en plus maintenant à l'ère du numérique, c'est-à-dire que vous avez des données personnelles sûrement sous vos ordinateurs si vous en avez, mais bon, si vous êtes connecté aujourd'hui, j'imagine que vous avez à minima un ordinateur ou un téléphone portable, des fois sur des clés USB, dans des vieux dossiers qui traînent peut-être à la maison, qui traînent dans vos locaux. Vous pouvez en avoir dans sur des réseaux, sur des postes de travail, même dans des poubelles. C'est pas impossible, hein. On jette de la donnée personnelle sans s'en rendre compte des fois à la poubelle, et c'est la donnée qui, ben, en fait, si la poubelle se retrouve éventrée ou quoi que ce soit, c'est des données qui pourraient être divulguées malheureusement. D'ailleurs, à ce sujet, dans les grosses entreprises, ils ont des systèmes assez sécurisés pour détruire leurs données personnelles autrement qu'en les jetant simplement à la poubelle. Voilà. Vous imaginez bien, je sais pas, vous contractez avec un organisme bancaire, bon, c'est quand il supprime vos dossiers, s'il le jetait simplement à la poubelle, ça pourrait peut-être vous poser quelques petits soucis. Voilà, donc ces données, c'est un petit peu de partout, hein. Donc on a des données, ce qu'on appelle les données papier et les données numériques, mais elles se représentent sur plusieurs formats. Donc pareil, je sais pas comment vous gérez vos associations de vos côtés, si vous êtes vraiment 100% informatique ou si vous avez encore du papier, mais sachez que tout ce que je vous dis aujourd'hui relatif à la protection des données, que ce soit numérique ou papier, c'est le même combat. Ça va pour tout le monde? Yes. Ouais, Super. super. Donc voilà, donc les données personnelles, donc on parle aussi de traitement de données personnelles, mais ce mot traitement, il parle peut-être pas à tout le monde. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous parle, le fait de, vous entendez peut-être parler de oui, mais je mets en place des traitements de données personnelles, c'est des thématiques que vous entendez souvent, mais qu'est-ce qu'un traitement de données finalement? Ben, un traitement de données, c'est n'importe quelle opération ou ensemble d'opérations qu'on peut opérer sur les données que je viens de vous présenter. C'est-à-dire traiter la donnée personnelle, c'est la collecter, c'est la communiquer, l'enregistrer, l'organiser, la conserver. Tout ce que vous voyez là sur la slide qui est devant vos yeux, c'est ce qu'on appelle un traitement de données à caractère personnel. Par exemple, quand vous donnez un formulaire à un usager, à quelqu'un pour qu'il puisse s'inscrire à votre association, ben, vous récoltez de la donnée personnelle via ce formulaire. Donc on est bien sur un traitement de données personnelles. Ce formulaire-là, vous le récupérez, vous le stockez dans un placard. On est bien sur de l'enregistrement, donc au format papier ou même en ligne, hein, si vous avez un site internet. On est sur de l'enregistrement. Là aussi, on est toujours dans une thématique de traitement de données personnelles. Ces fichiers-là, vous avez 150 adhérents à votre association, vous allez bien devoir les ranger, les trier par ordre alphabétique ou que sais-je, peut-être par année, enfin comment dire, vous arrange le plus. On est dans l'organisation de données personnelles, donc on est bien sur une notion de traitement de données. Voilà. Donc tout ça, en fait, en gros, tout ce qu'on peut faire avec de la donnée, dès qu'on la manipule, tout simplement, on est sur une notion de traitement de données personnelles, de traitement de données à caractère personnel. Et le RGPD, lui, bah, évidemment, son intérêt, c'est d'encadrer tous ces traitements de données à caractère personnel. De dire, attention, vous mettez en place des traitements de données à caractère personnel, vous allez mettre en place, par exemple, des formulaires. Eh bien, il y a des choses à faire quand même avant. On peut pas récolter les données qu'on veut, on peut pas les récolter n'importe comment, on peut pas les conserver autant de temps qu'on veut. Il y a pas mal de choses à respecter. Voilà. Donc, avec les RGPD, comme je vous l'ai expliqué, par rapport à la loi informatique et liberté ou par rapport à ce qui existait avant, parce que la CNIL existait avant le RGPD, eh bien, il y a des choses qui changent. Voilà. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter un petit peu aujourd'hui. Donc, avec l'arrivée du RGPD, on a, alors RGPD, un règlement général de la protection des données. Je ne sais pas si je vous ai donné l'acronyme, mais c'est quand même intéressant de l'avoir. Donc, il y a eu un petit avant et après RGPD. Je ne sais pas si des gens ont connu un petit peu l'avant RGPD, le moment où, alors, moi je l'ai connu, mais voilà, j'étais encore au lycée à l'époque, donc ça date un petit peu. Cette notion de, vous savez, vous voulez mettre en place un traitement de données, il y avait ce côté de, oui, bah attendez, je vais faire une demande à la CNIL, savoir si je peux mettre ça en place. Yes. Voilà, Bon, c'est des c'était le bons fameux souvenirs. formulaire de CNIL qu'on posait à la CNIL. J'ai entendu un yes, excusez-moi de loin. Oui, pardon, Guillaume, tu m'as fait réagir. Moi, j'ai connu ce temps-là et je disais un bon souvenir, ces formulaires de demande à la CNIL. Voilà, mais ça c'était un petit peu l'avant. En fait, la CNIL, en gros, avec le RGPD, s'est dit bon, on peut pas gérer toutes ces demandes, parce que ça faisait évidemment, imaginez à l'échelle de la France la quantité de demandes qu'ils recevaient. Ils se sont dit, ben, on va mettre en place le principe d'accountability ou de responsabilité en français. C'est-à-dire que eux, ils vont vous dire maintenant ce qu'il faut faire. Ok, et ils partent du principe que si vous mettez ça en place dans votre structure, c'est que vous respectez ces différents points-là. Mais ils vont pas vous demander ils vont pas vous demander de leur demander une autorisation. C'est juste que vous devez mettre ça en place. Ils considèrent que vous avez respecté ces points-là, et puis un jour, par contre, ils peuvent vous contrôler et vérifier que vous avez bien mis ça en place.
Voilà, donc il n'y a plus cette notion de je déclare mes traitements à la CNIL, c'est plutôt moi je dois retenir un registre des traitements de mon côté, donc je vais y revenir à cette notion de registre des traitements, c'est-à-dire je dois lister un petit peu tous les traitements de données que je mets au sein de ma structure, donc là au sein de mon association. Et si un jour quelqu'un de la CNIL il vient me faire une vérification de tout ça, je dois pouvoir montrer patte blanche en disant ben regardez, moi j'ai respecté tout ce que vous me demandiez de faire. Voilà. Il y a un petit twist, voilà, mais quand même la différence est là parce qu'on est vraiment sur une notion de responsabilisation de la structure qui veut mettre en place ces traitements. C'est plus du tout quelque chose de bon, j'ai demandé à la CNIL, ils m'ont dit que c'était ok, je peux le faire. C'est vraiment, il faut se poser toutes ces questions-là. Donc, ce qui change également avec l'RGPD, c'est les nouveaux droits. Donc, comme je vous l'expliquais, les données personnelles que vous traitez, donc celles que vous allez traiter des adhérents à vos associations, mais aussi vos propres données personnelles que vous avez sûrement déjà données à pas mal d'organismes, que ce soit des organismes officiels, hein, des organismes gouvernementaux, ou je sais pas moi, si vous êtes aussi adhérent à d'autres associations ou des salles de sport ou ce genre de choses, eh bien, vous avez des droits sur ces données. Et les adhérents de vos associations ont évidemment des droits sur les données que vous avez collectées par rapport à eux. Donc chaque personne, comme l'indiqué sur la slide, chaque personne concernée par un traitement doit être doit être informée de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible en termes clairs et simples. Vous savez, c'est ce petit paragraphe que vous avez peut-être déjà dû voir. Alors, je dis ça un petit peu en souriant, le paragraphe que personne ne lit, cette espèce de petit pavé que vous avez en dessous de vos formulaires habituels. Voilà, ce truc, je ne sais pas si vous le lisez régulièrement, si vous avez, est-ce que vous avez déjà joué le jeu d'essayer de le lire un petit peu? Généralement, ça fait une dizaine de lignes, mais c'est écrit Mm. un tout petit en bas de vos formulaires. Ouais. Moi, j'avais vu toutes les notices, donc oui, j'ai lu ça. Voilà, bah, c'est une très bonne chose. Et normalement, ce paragraphe-là, il est censé être en dessous de chaque formulaire, par exemple. Le but de ce petit pavé, qui s'appelle des mentions d'information, leur petit nom c'est celui-ci, donc ces mentions d'information est censé justement vous donner un petit peu les informations sur le traitement de données que va organiser l'organisme qui vous transmet ce formulaire. C'est-à-dire que vous êtes une association, vous donnez un formulaire à des adhérents, et bien sûr, ces formulaires-là, il est censé être indiqué quelque part dans soit dans une page à part, ou soit quelque part. Alors si c'est un formulaire en ligne, ça peut être un lien cliquable qui renvoie vers une autre page, mais censé informer justement ses adhérents sur quelles données caractères personnels je collecte, pourquoi je les collecte, combien de temps je les conserve, etc., etc. Ça, je vais y venir dans les slides d'après. Mais l'important, c'est qu'ils soient informés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un petit peu, comment dire, un petit peu obscur pour eux pourquoi vous avez besoin de ces données-là. Et c'est souvent le cas d'ailleurs quand vous ferez attention, quand vous vous inscrivez dans des organismes, même à titre privé, dans des structures, des fois vous vous demandez mais pourquoi ils ont besoin de ces données-là? Et généralement, comment dire, les entités qui respectent pas trop les RGPD ou qui font de leur business model le fait de récupérer le plus de données personnelles possible, ben, justement, ils ont tendance à oublier ce pavé-là. Donc, on a des anciens droits qui sont toujours d'actualité. Donc, les anciens droits, c'est ce qu'on appelait les lois, enfin les droits qui étaient qui étaient déjà présents sous la loi informatique et liberté. Donc, le droit d'accéder à vos données, le droit à la rectification, le droit à l'effacement et le droit à l'opposition. Voilà. Donc, le droit à l'accès, tout simplement, les noms sont assez parlants d'eux-mêmes, hein. Le droit à l'accès, vous avez le droit d'accéder aux données que quelqu'un détient sur vous. Je sais pas si vous êtes inscrit sur un réseau social, vous êtes inscrit sur Facebook, vous avez très bien le droit de demander à Facebook, bah, donne-moi toutes les données que tu détiens sur moi. Le droit à la rectification, si vous avez le droit de faire corriger une erreur qui vous concerne sur des systèmes d'information, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, mesdames, je ne sais pas si certains d'entre vous sont mariés. Quand vous avez fait modifier votre nom de famille, euh, après vous êtes marié, ben, vous avez exercé sans le savoir ou sans le vouloir votre droit à la rectification. C'est-à-dire que vous avez modifié vos noms de famille, qui est quand même normalement une donnée identifiante. Voilà. Le droit à l'effacement ou à l'oubli, c'est très bien de redire, bon, je ne veux plus être abonné à ces newsletters, je veux me désinscrire de telle association, je veux me désinscrire de telle plateforme. Et le droit à l'opposition, je m'oppose à ce traitement de données. Le RGPD a introduit des nouveaux droits qui sont un peu complexes, je vais pas m'attarder dessus parce enfin, il y a très peu de chances que vous les croisiez ou vous croisiez des demandes de droits liées à ceci, mais je vais quand même vous les présenter très rapidement. Il y a le droit à la limitation d'un traitement, le droit à ne pas être sujet au profilage ou aux décisions automatisées et le droit à la portabilité. Voilà, tout ça, c'est des droits liés au RGPD. Donc, le droit à la limitation, c'est un peu compliqué, mais vous avez le droit de faire geler un traitement de données vous concernant.
Un exemple très concret que je donne pour vous essayer de vous imaginer ça, qui marche plutôt pas mal d'habitude, et dites-moi si ça marche avec vous également. Les vidéosurveillance, voilà. Je ne sais pas si vous le saviez, quand on vous filme via une vidéosurveillance, généralement les données des vidéosurveillances sont effacées grand maximum un mois après avoir été filmé. Admettons un jour vous êtes dans le cadre d'une affaire, je sais pas moi, quelqu'un porte plainte contre vous et vous voulez utiliser ces images de vidéosurveillance en disant attendez, moi j'ai besoin de ces images-là pour prouver que j'étais bien là à tel endroit, à tel moment, pour prouver que c'était pas que voilà, j'étais pas ailleurs. Bah, vous pouvez geler vos données pour faire en sorte que l'établissement qui vous a filmé ne supprime pas vos données au bout d'un mois, parce qu'un procès généralement ça dure un peu plus d'un mois. Voilà. C'est un petit détail, ça existe, c'est bon à savoir, mais c'est un peu complexe. Le droit à la portabilité, lui, est un peu plus simple. Vous savez, quand vous changez d'opérateur téléphonique, vous pouvez conserver votre numéro de téléphone, par exemple. Ça, c'est exercer le droit à la portabilité. Voilà. Sachez quand même, ce qui est important, c'est quand vous faites exercer, quand quelqu'un par exemple, un adhérent de votre association demande à exercer ses droits, ou quand vous faites exercer vos droits à titre privé également auprès d'un organisme, la personne à qui vous demandez ça, elle a normalement 30 jours pour y répondre. Voilà, c'est quand même assez court, hein, 30 jours pour y répondre. Ça va dépendre de la quantité de données que la structure possède sur vous, mais des fois ça peut les mettre un peu en panique. Voilà. Et si vous avez juste le nom prénom d'une personne et puis un petit formulaire dans un classeur, ça peut aller. Voilà. Mais c'est 30 jours pour y répondre normalement, sauf que certains cas particuliers où ça peut monter jusqu'à 3 mois. Voilà. C'est clair pour vous? Est-ce que vous avez Ouais. des questions pour Mm. l'instant? Ou est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant? Est-ce que ça vous parle? Vous voyez le parallèle avec vos situations à chacune? Ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec le droit à l'image? Alors, il peut y avoir un lien avec le droit à l'image. Après, le droit à l'image, c'est un peu particulier. Alors, une photo de vous, évidemment, c'est une donnée personnelle. Donc, vous pouvez exercer vos droits, enfin, tout ce dont je parle là par rapport via le président RGPD. Mais le droit à l'image, c'est une réglementation en parallèle liée à la protection des données. Voilà. Alors, je maîtrise pas tout à fait, hein. Je sais, je suis pas forcément juriste de formation à ce niveau-là. Donc, j'ai pas les subtilités du droit à l'image. Mais effectivement, il y a une notion de corrélation entre le droit à l'image et la protection des données personnelles. Parce qu'a priori, avec une photo de vous, je peux vous identifier. C'est ça. Voilà, comme avec une vidéo de vous, ça peut même maintenant, vous savez, avec les enregistrements vocaux des personnes aussi, ça reste des données personnelles. Il y a des débats là-dessus, mais c'est vrai qu'avec un enregistrement vocal, on peut assez facilement identifier une personne. Identité vocale. Exactement. Voilà, donc c'est OK pour les droits pour l'instant? Voilà, je vous avais prévenu, ça fait beaucoup d'informations sur un petit format, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Si ça avait, comment dire, ça déclenche des questions dans vos contextes, n'hésitez pas à les remonter, hein. Après, c'est plus dans l'applicatif. Moi, j'ai des, mais on va peut-être y venir après. Au niveau de l'applicatif, c'est par exemple quand on dit limiter les données dans le temps, c'est comment on peut gérer, par exemple, de dire, bah, au bout de tant de temps, on va supprimer les données, mais en même temps, nous, asso, on a besoin de chiffres clés, on a besoin de montrer notre impact. Bien Euh, sûr. En disant, bah voilà, il y a 5 ans, on a fait ça, aujourd'hui, on fait ça. Donc, si on efface les données d'il y a 5 ans, bah, Oui, bien comment on sûr, peut gérer des mais choses comme ça? voilà, c'est tout un sujet, mais je crois qu'il y a une slide plus tard sur Ouais, la ok. durée de conservation. Je vais y Ouais, revenir, mais effectivement, il y a tout un débat sur la durée de conservation des données. ouais. C'est effectivement. Et après, pour la façon d'y parvenir, il y a différentes façons d'y arriver, mais Mm. on va y revenir dessus. Ok, merci. Donc, petit quiz, petite question. Alors, parmi les réponses suivantes, lesquelles sont des données personnelles? Est-ce qu'un numéro de téléphone professionnel, une date de naissance, photo d'identité et le nombre de congés d'un collaborateur? Donc là, c'est à vous de répondre. Je vous laisse voir. Vous pouvez répondre à l'oral ou dans le chat. Moi, je vois pas forcément le chat. Alors, dans le chat, il y a proposition pour B et C. On peut avoir les questions? La C'est sur question, l'écran? la question, c'est parmi les réponses suivantes, lesquelles sont des données personnelles? Je vois pas le prix. Toutes? C'est tout. Moi, j'aurais dit toutes, j'ai un petit doute pour... Bah Pour non, les j'aurais dit congés? toutes en fait, ouais. Ouais. Nombre de jours de congé, j'ai un petit doute. Ouais. Hop, voilà, je vais passer à la réponse du coup, pour pas perdre trop de temps. Bah, c'est toutes. Ouais.
Voilà, ça peut être tout, effectivement. Alors c'est vrai que le nombre de jours de congé d'un collaborateur, ça dépend comment c'est positionné. C'est pas forcément, ça peut être ou pas être une donnée personnelle. Si c'est le nombre total de jours de congé dans une structure, je sais pas, vous êtes 2500 employés dans une société et en fait vous avez tous 30 jours de congé annuels, bon, c'est pas forcément identifiant parce qu'on sait pas on sait pas forcément comment dire, qui j'identifie, qui j'essaie d'identifier vis-à-vis de cette information-là. Par contre, vous savez, moi je suis en vacances, là je vous l'ai dit vendredi soir, voilà. Ben, savoir que dans le bureau de Bordeaux d'Advance, il y a une personne qui sera en congé, qui a posé 2 jours de congé à partir de telle date sur tel endroit, voilà. Déjà, ça m'identifie un peu plus. Ça permet d'identifier. Parmi les réponses suivantes, laquelle n'est pas un traitement de données personnelles au sens du RGPD? Allez, à vous à nouveau. Allez, j'attends vos petites réponses. Ah, c'est facile. On a C pour Tania et C pour Martine, C pour Chloé et C Et pour c'est Lucienne. c'est une bonne réponse, effectivement. La gestion du stock de fournitures, ce n'est pas un traitement de données personnelles au sens du RGPD. Parce qu'on parle de données identifiantes, de données à caractère personnel. Je pense que vos fournitures, à part si, si vous considérez vos collaborateurs comme des fournitures, il ne devrait pas y avoir de données personnelles, normalement. Voilà. Si tant est que vous gérez vous-même vos fournitures et vous faites pas appel à un prestataire à qui vous devez donner des informations personnelles. Mais bon. Effectivement, bon, c'est des bonnes réponses. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu le contexte, un petit peu tout ça, on va parler un petit peu de la conformité de traitement des données personnelles. Donc vous savez maintenant à peu près, alors je dis vous savez parce que je vous l'ai présenté, mais vous savez ce que c'est un traitement de données personnelles, vous savez ce qu'est une donnée personnelle et vous savez qu'on peut exercer des droits sur ces données. Et maintenant, comment je fais pour être conforme vis-à-vis de ces données personnelles? Et là, on va rentrer, alors accrochez-vous à vos fauteuils ou à vos chaises, on va rentrer un peu dans le vif du sujet sur pas mal de sujets. Donc je vous l'ai spoilé un petit peu tout à l'heure en introduction, quand on parle de traitement de données. Euh, on a évidemment ce qu'on appelle un responsable de traitement. Le responsable de traitement de données, c'est la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d'un traitement, c'est-à-dire l'objectif et la façon de réaliser le traitement. Et pour une asso, il s'agit la plupart du temps du président ou de la présidente de l'asso. C'est-à-dire en gros, s'il y a un problème avec votre traitement de données, si ça n'a pas été respecté dans les règles de l'art, qui est-ce qui se fait taper sur les doigts par la CNIL? Tout simplement, c'est un peu tourné comme ça. Donc le responsable de traitement, lui, il doit s'assurer que son traitement est inscrit au registre des traitements de l'association. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez la différence par rapport à avant où on déclarait des fichiers à la CNIL et la CNIL disait OK, c'est bon, tu peux y aller. Maintenant, il faut avoir tout documenté dans un registre. Alors un registre, c'est un bien grand mot, mais pour dire en fait, j'ai tous mes traitements de listés un par un, dire ben, j'ai un traitement pour la collecte des infos de mes adhérents, j'ai peut-être un traitement de données pour tout ce qui est gestion ressources humaines, si j'emploie des gens dans mon association. Voilà. Tous les traitements de données, peut-être j'ai un traitement sur tout ce qui est contact annuaire, etc. pour, voilà, parce qu'il y a forcément de la donnée personnelle dedans. Tous ces traitements-là, vous les mettez ensemble dans un registre de traitement. Donc un registre de traitement est composé de plusieurs fiches de traitement. Une fiche de traitement égale un traitement de données. Donc le but d'un registre de traitement, c'est de répertorier tous les traitements de votre association. Donc en tant que responsable de traitement, tous les traitements qui sont sous ma responsabilité, mais aussi en tant que sous-traitant. C'est-à-dire que si vous êtes sous-traitant d'une autre entité, vous devez aussi enregistrer vos fiches de traitement par rapport à ce cadre-là. Donc, que doit contenir une fiche de traitement? Et là, on va rentrer dans moi, il y a une slide par contenu, il y a les finalités, les durées de conservation des données, la base légale, les mesures de protection, les acteurs, les transferts, etc. Donc, fiche de traitement, voilà, c'est tout ça. C'est toutes ces informations-là du deuxième tiret, c'est les finalités, pourquoi je récolte de la donnée, les durées de conservation, combien de temps je garde cette donnée-là, la base légale, quelle est la base légale, qu'est-ce qui m'autorise à collecter ces données-là, les mesures de protection, qu'est-ce que je mets en place pour protéger ces données. Donc, ça n'a pas forcément besoin des mesures, des choses bien démesurées, hein. Si vous avez une gestion papier de vos données, avoir un petit classeur qui ferme à clé, donc c'est peut être largement suffisant. Voilà.
Et ce registre, Guillaume, ça peut être un simple fichier Word. Alors, pour le registre, vous avez normalement des ressources sur le site de la CNIL, justement, qui vous Ok, donnent, alors effectivement, un fichier Word. Alors, eux, ils préconisent un fichier Excel. ok, Enfin, tu pourras voir, du coup, Chloé, tu as des ressources, tu tapes registre des traitements sur le site de la CNIL, ils vont vous proposer une trame en format Excel avec toutes les informations qu'on a là, en fait, et c'est vraiment des fiches Excel à remplir en disant, bon, voici mon traitement de données, gestion des adhérents, les données que je collecte vis-à-vis de mes adhérents, combien de temps je les conserve, etc. ok. Voilà. Il y a pour les plus grosses structures, je sais pas du tout la taille de vos structures, mais j'ai pas l'impression que vous êtes encore des milliers ou des dizaines de milliers. Mm. Peut-être un jour, je vous l'espère en tout cas. Euh, Sachez que pour les plus grosses structures qui ont vraiment tout un sujet vis-à-vis de la conformité, il y a même des solutions logicielles qui permettent de faire un registre de traitement, qui vont vous accompagner justement dans la tenue de votre registre. Voilà. C'est plutôt conseillé pour les grosses structures qui commencent à avoir des centaines, avoir enfin, des centaines de traitements. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant que DPO. Alors, DPO, c'est l'acteur de la conformité dans une structure. Donc, j'ai travaillé en tant que DPO pendant 4 ans dans une structure et on avait un logiciel parce qu'on avait 250 traitements différents à gérer Mm. pour environ 650 000 personnes. Voilà. Donc là, ça commence à dire, bon, si on fait tout au format Excel, c'est un peu dur à gérer, mais à votre niveau, je pense que le fichier Excel, s'il est bien rempli, est largement suffisant. Et c'est gratuit. Plutôt l'avantage. Ok. Donc le traitement. Donc le traitement donné, on revient sur cette notion de traitement. Donc là, on va rentrer un peu dans les informations qu'il faut dans mes fiches de traitement. Voilà. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit depuis le début, mais on va y revenir un peu plus en détail point par point. Un traitement se doit d'être loyal et transparent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes doivent être informées du traitement qui sera fait de leurs données. Donc si c'est un formulaire, il faut que ça soit écrit sur le formulaire. Mais vous verrez, normalement, il y a toujours une mention d'information quelque part qui vous indique voilà, les aboutissants du traitement. Donc les personnes doivent être informées des risques, des règles, des garanties et des droits. Pour qu'un traitement soit licite, donc qui respecte la loi, il doit être basé sur une des 6 bases légales. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la slide juste avant, une base légale. La base légale, c'est qu'est-ce qui vous autorise à récolter des données sur la personne. Là, je vais vous donner des exemples un petit peu, parce que ça va être un peu compliqué sinon de vous projeter. Déjà que je vous donne pas mal d'informations depuis environ 40 minutes. Vous avez, grosso modo, 6 bases légales vis-à-vis du RGPD. Et vous en connaissez la plupart sans le savoir, je pense. Donc la plus simple et la plus communément utilisée, le consentement de la personne concernée. Quand vous demandez à une personne de s'inscrire à votre association, c'est le consentement qui peut prévaloir parfois. Quand vous demandez de créer un compte en ligne, quand vous avez créé un compte en ligne sur un réseau social, type Facebook ou ce que vous voulez, vous faites bien preuve de consentement, c'est vous consentez à donner vos données personnelles pour pouvoir accéder à la plateforme. Il y a aussi la base légale du contrat ou de l'intention d'en conclure un. Je ne sais pas si vous avez déjà été salarié d'une structure. Normalement, quand vous avez un contrat de travail avec une structure, vous donnez des données personnelles, évidemment, parce que la RH a besoin de ces données-là pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir faire votre contrat de travail. Vous donnez votre nom, votre prénom, votre numéro de sécurité sociale, même votre RIB et tout pour être payé, ce genre de choses. Mais c'est parce qu'il y a bien un contrat qui vous lie à votre structure. Ça peut être le cas de certains adhérents aussi. Si vous comptez, je sais pas, moi, employer des gens dans vos associations pour vous aider à la faire tourner, généralement, vous allez avoir un petit contrat avec cette personne-là, donc vous êtes sur cette base légale-là. Autre base légale, il y a le respect d'une obligation légale. Donc, le respect de l'obligation légale, ça va être, bah, je sais pas, par exemple, vous payez peut-être des impôts. Apparemment, les impôts ont des données sur vous, tout simplement. Donc, c'est important. Mais pourquoi? Parce que c'est la loi. Voilà, ils sont obligés de vous demander ce genre d'informations-là pour vous faire payer ou pas des impôts. La sauvegarde des intérêts vitaux, celle-ci est un peu spéciale, mais elle existe quand même, elle est importante. C'est la collecte de données dans le cadre on va dire, d'une urgence un petit peu médicale, ce genre de choses. Vous êtes aux urgences, voilà, vous devez être opéré d'urgence. La personne va pas, comment dire, va pas vous demander de signer un formulaire de consentement pour vous dire est-ce que je peux venir vous soigner, je peux avoir votre nom, prénom, s'il vous plaît, avant de vous soigner. Non, c'est voilà. Donc eux, ils ont vraiment, ils font prévaloir la sauvegarde des intérêts vitaux pour récolter des données sur vous sans votre consentement pour pouvoir vous sauver la vie, par exemple.
L'exécution d'une mission de service public ou relevant de l'autorité publique, ça c'est généralement pour ce qui est mis en place par des autorités publiques. Donc, je sais pas moi, si un département souhaite mettre en place un système de bus, de navette d'un point A à un point B et vous voulez vous voulez pouvoir utiliser ce service-là, ben, en fait, en adhérant à ce service-là, eux, ils sont dans comment dire, c'est dans leur intérêt de récolter ces données-là sur vous pour vous faire utiliser le service. Et la dernière base légale, l'intérêt légitime. L'intérêt légitime qui est un peu touchy, c'est un peu le plus compliqué à utiliser parce Ouais. que il faut montrer quand même que la structure qui met en place le traitement de données a un intérêt légitime à le mettre. C'est un intérêt légitime versus le poids des données que vous allez récolter. Je m'explique, par exemple, vous voulez mettre une gestion des plannings parce que vous avez beaucoup d'adhérents, vous voulez mettre une gestion des plannings pour savoir bon, qui vient quand pour gérer l'assaut. C'est tout à fait dans votre intérêt légitime de mettre ça en place, mais vous aurez forcément besoin des noms et prénoms des personnes, peut-être de leur numéro de téléphone pour les contacter le cas échéant. Par contre, ça vous viendrait pas à l'idée de leur demander leur groupe sanguin ou leur numéro de sécurité sociale. On est bien d'accord. Voilà. C'est bête, hein, ça paraît bête en le disant, mais il y a pas mal de structures encore qui récoltent beaucoup plus de données donc qu'en ont besoin pour pouvoir mettre en place des choses qui sont parfois toutes simples. Mais là, c'est dans votre intérêt légitime, vous, de mettre ça en place pour pouvoir fluidifier, organiser les plannings de l'association, etc. Voilà, mais il faut prouver quand même que c'est fait dans un intérêt qui ne vient pas trop impacter la vie privée des personnes du dispositif. Voilà. Moi, j'ai pris l'exemple tout bête du groupe sanguin, mais des fois ça peut aller des fois un peu plus loin sur des choses un peu différentes. Donc la collecte de données. Quand vous collectez de la donnée personnelle, évidemment, il faut que ce soit explicite et légitime. Comme je l'expliquais, on récolte que la donnée dont on a besoin. On récolte que de la donnée dont on a besoin pour les adhérents. Il faut que ça soit compréhensible, il faut que ça soit clair pour la personne dont vous récoltez les données. Vous lui dites, j'ai besoin de votre nom, prénom et numéro de téléphone pour pouvoir mettre ceci en place. Comme indiqué un peu plus bas sur le slide, attention aux zones de libre commentaire. Quand vous mettez en place un formulaire, je sais que beaucoup d'associations le font encore et ça arrive aussi sur des formulaires en ligne, mais pour plein de sujets différents. Les zones de commentaires libres, c'est un petit peu la guerre de la CNIL, c'est-à-dire que les gens, en fait, dès qu'on leur donne, et vous vous rendrez peut-être vite compte, dès qu'on leur donne un petit peu de liberté sur la complétion d'un champ d'un formulaire, bah, ils se laissent un peu aller. Hein, ils racontent un peu leur vie. Des fois, c'est bien, ça peut être sympa, mais des fois, il y a beaucoup de données dans lesquelles enfin, beaucoup de données pour lesquelles vous n'allez pas forcément avoir besoin de toutes ces informations-là. Voilà, ça m'est déjà arrivé de travailler pour, par exemple, un site qui collectait de la donnée vis-à-vis des stages de troisième, vous savez, les stages obligatoires de troisième qu'ils ont à faire. Il y avait nom, prénom, évidemment, du stagiaire, mais il y avait aussi un petit encart motivation. Et puis voilà, petit encart motivation, malheureusement, des fois, ça partait un peu loin. Ça peut être, j'ai toujours voulu faire ce stage dans un hôpital parce que ma maman a un cancer, et voilà, vous vous rendez compte un petit peu, donc on sort un petit peu du cadre de... Donc voilà, vigilance quand même sur les zones de commentaires et récolter seulement les données dont vous avez besoin. Il n'y a pas de au cas où. Le au cas où qui revient très souvent dans la façon, enfin dans l'administration française de façon générale, et je ne m'adresse pas qu'aux associations, ça peut être pour toutes les entités possibles. C'est pas la bonne façon de faire ou la façon de, ben je sais pas, moi c'était comme ça avant. J'avais une collègue qui travaille depuis 20 ans dans la structure qui faisait ça avant. Bon, ben je fais pareil qu'elle sans me poser la question. Le au cas où est vraiment à proscrire. Je prends un exemple. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont des enfants autour de la table. Je sais que les écoles le font encore, alors qu'elles n'ont pas le droit. Par exemple, elles demandent généralement, lors de l'inscription de leurs enfants à l'école, le numéro de sécurité sociale de l'enfant. Voilà, je ne sais pas si vous est déjà arrivé de remplir les fiches scolaires, ils demandent nom, prénom et puis numéro de sécurité sociale de l'enfant. Voilà. Bah, sachez que une école n'a pas le droit de demander le numéro de sécurité sociale de votre enfant. Voilà, c'est le décret NIR qui le met en place et qui explique non, c'est pas autorisé. Le contre-exemple qu'ils vont vous donner généralement, c'est vous dire oui, mais vous savez, si au cas les pompiers doivent intervenir parce que votre enfant a un problème. Alors que ce que je leur réponds assez bêtement, c'est est-ce que vous avez déjà vu un pompier ne pas prendre en charge un enfant qui venait d'avoir un accident en lui disant écoute, faut que tu me donnes ton numéro de sécurité sociale, sinon je suis obligé de te laisser au milieu de l'école avec ta jambe cassée. Voilà. Je pense pas que ça soit arrivé dans l'histoire des pompiers en France, et c'est pour une raison toute simple, c'est que enfin, l'école n'a pas besoin de savoir son numéro de sécurité sociale. Bien sûr. Évidemment, quand l'enfant sera pris en charge à l'hôpital, après, il y aura besoin de ces informations-là et tout, mais c'est l'hôpital qui cherche ces données-là. C'est pas la petite école du quartier avec leur système forcément de classement de dossiers, etc., qui est peut-être pas adapté à la sensibilité de la donnée. Voilà. Voilà, c'est une petite subtilité, mais c'est quand même important à savoir.
Excuse-moi Oui, Guillaume, j'avais une petite remarque, question sur le slide précédent, justement sur les données qu'on collecte. oui, Comme je t'avais expliqué quand on s'était parlé pour préparer cette intervention, nous, par exemple, chez Assopreneur, donc notre façon de fonctionner, c'est que justement, il n'y a pas de critères, tout le monde peut rentrer dans notre programme sans discrimination, sans critères, sans sélection, voilà. Et donc, comme notre programme est gratuit, on doit aller chercher les financements ailleurs. Et on s'est souvent retrouvé face à des financeurs qui nous demandent de la donnée sur nos bénéficiaires et de la donnée très précise et très sensible. Donc, on a rajouté quelques questions dans le questionnaire d'entrée au programme, hein. On explique d'ailleurs aux membres qu'on leur pose ces questions pour notre mesure d'impact, pour aller chercher des financements. Mais il y a aussi des données qu'on n'a pas rajoutées, par exemple sur le handicap, parce que c'est déjà arrivé qu'un financeur nous demande, parmi nos bénéficiaires, combien sont touchés par le handicap, etc. Et ça, c'est une donnée enfin, nous, on s'en fiche en fait, hein. oui, bien sûr. Bah, c'est un très bon réflexe. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, ce qui est intéressant, moi, le réflexe que j'aurais à votre place, c'est d'aller regarder ces financeurs-là. Et puis, tout ce que je vous présente aujourd'hui sur un traitement, quelle est sa base légale, pourquoi, enfin, sur quel texte ça se situe, etc. Et toutes ces questions-là qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. En fait, normalement, votre financier, il est censé avoir son propre registre des traitements. Je vous Mm, expliquais tout à l'heure, vous devez tenir le vôtre, mais eux, ils doivent tenir le leur. Et mm, s'ils vous disent, moi, j'ai besoin pour vous financer d'avoir ces informations-là, ce que vous pouvez faire et qui est tout à fait légitime, c'est leur demander pourquoi. Et mm, sur quel texte de loi vous posez. Donc, ça va être tous les sujets qu'on voit depuis tout à l'heure, hein, la base légale, dire, sur mm, quelle base légale vous posez. Ah, c'est une obligation légale, d'accord. Si c'est une obligation légale, montrez-moi les textes qui le permettent. Moi, je veux mm, bien avoir les informations. Dites-moi, je sais pas, ils vont dire c'est le code de machin truc. Je sais pas trop. Ils vont citer normalement les textes qui sont référents à ça. Dire pour quelle finalité? Pourquoi vous avez besoin d'avoir ces informations-là? Combien de temps vous les conservez, etc., etc. C'est à eux normalement de vous répondre. C'est-à-dire que s'ils vous demandent ces données-là, vous êtes tout à fait dans vos droits de leur demander tout ce qu'on présente aujourd'hui. Donc, au même titre que là, c'est un adhérent qui vous pourrez vous poser ces questions-là, vous pouvez poser ces questions-là à l'organisme qui vous finance. mm. Et leur demander, alors je connais pas évidemment toute la législation française à tous les niveaux et de toutes les aides qui existent en France, malheureusement. Alors, j'aimerais bien, hein, mais j'ai pas encore ce niveau-là. Et vous pouvez très bien leur poser la question, leur dire, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous autorise à faire ça? Mhm. Et des fois, en grattant un peu, vous vous rendez compte que finalement, ouais, mais vous n'avez pas le droit ni besoin d'avoir ces informations-là. Ça va dépendre des structures, j'imagine. Bon, là, à ce stade, on n'a pas le financement, hein, je crois. Voilà, ouais, à ce stade. Voilà, mais c'est des questions à Mais poser en fait. oui, mais Il oui, faut oui. pas hésiter à Mais gratter. Faut toujours c'était se les, poser. enfin, alors c'était pas les, enfin, c'était l'État, hein, c'était un service public hein, qui nous avait demandé Oui, ce bien genre sûr. de données, hein. Mais vous savez, Euh, les services publics, ils essaient de faire les choses bien, mais ils n'ont pas forcément non plus la mm, science infuse. Et des fois, ils vont faire des choses sans forcément, comment dire, se poser les bonnes questions de leur côté. mm, Mais l'avantage, c'est que vous avez affaire à un service public. Techniquement, il devrait avoir ce qu'on appelle un DPO, ce que je vous expliquais tout à l'heure, un Data Protection Officer ou mm, délégué à la protection des données en français, qui devrait pouvoir vous répondre, qui devrait pouvoir vous accompagner. mm, Voilà, toutes ces questions-là, tout ce que je vous présente là, normalement, les organismes qui sont dotés d'un DPO peuvent vous renvoyer vers la bonne personne et vous répondre à ces questions-là. mm, mm. Voilà, tout simplement. Mais Ok. des fois, on se rend compte qu'en grattant un petit peu, ils vont dire, ah, c'est vrai que finalement, j'en ai peut-être pas besoin, juste le nom, prénom, ça me suffit. Bah, après, on sait que c'est que les financements publics sont très très fléchés Oui, sur bien sûr. tel type de population ou telle minorité, tel truc ou tel. Donc, Bien sûr. Tout à fait. C'est pas impossible. Après, voilà, mais nous, normalement, mais nous, du coup, ça, c'est vrai que c'est très, plus c'est intrusif dans la vie privée, et plus il faut le justifier, en fait. bah, c'est Plus ça, normalement, c'est que ils nous, sont. ça devient de la donnée au cas où, parce que au cas où on va demander un financement ou on nous demande ce type de données, bah, on en demande. Nous, on demande la situation professionnelle, par exemple, est-ce que les personnes sont salariées, en recherche d'emploi, au chômage, au RSA, etc. Parce que c'est des données que parfois on nous demande, pas systématiquement, mais le jour où on en a besoin, bah, souvent les demandes de financement, on a 4 jours pour le faire et on n'a Oui, pas le bien temps sûr. de refaire un sondage, donc c'est un peu de la donnée au cas où. Et je pense Oui, que, enfin, je parle pour Assopreneur, mais je pense que je porte la voix de plein d'associations au sein de la communauté qui se retrouvent à collecter de la data, un peu au cas où, parce qu'il y a des financeurs, des fois, qui demandent des choses très précises. oui, bien sûr. Donc là, Je comprends. ta recommandation, c'est quoi? C'est on essaye de faire au mieux, au plus. Le problème, c'est que alors là, la réponse, elle est pas toute faite. Moi, je me Ouais. renseignerai déjà est-ce qu'ils ont le droit de vous demander ce genre de données-là, voir avec Mm. eux s'il n'y a pas, en fait, comment dire.
vous récoltez seulement le nom, prénom de la personne, par exemple, enfin, vous, ce qu'il vous faut pour un adhérent lambda pour l'identifier, et voir s'il n'y a pas moyen de mettre un lien direct entre la personne qui adhère à votre association et l'organisme qui se charge de dire, ah oui, effectivement, vu que vous avez tant de personnes au RSA, vous avez droit à telle aide, etc. Mm. C'est-à-dire que vous n'avez pas directement accès à l'information, c'est la personne qui se connecte à la plateforme et qui, comme ça, vous avez pas Mm. l'information par intermédiaire, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Vous savez juste que vous avez, je sais pas moi, 20 adhérents. Parmi les 20, il y en a 10 qui sont peut-être au RSA, mais vous n'avez pas besoin de savoir lesquels. Vous en Mm. fichez. Par contre, l'organisme qui vous finance pourra le savoir. Mais c'est normal parce que lui, il est dans son droit de le savoir. Du coup, si, enfin, s'il a bien fait les choses, s'il a bien fait ses fiches de traitement. Mm. Moi, je le verrais comme ça, mais c'est vrai que c'est des cas un peu particuliers. Mm. Après, peut-être que en grattant un petit peu la juridiction, enfin, la jurisprudence au niveau associatif, peut-être qu'il y a des textes et qu'on a oui, des textes qui vous autorisent directement à traiter ces données-là, mais dans ce cas-là, si vous traitez de la donnée du coup un peu plus sensible, il faudra faire attention parce que il faudra pas plus particulièrement la protéger et tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Ouais, ok. Ça marche, merci. Très bien. Donc les durées de conservation, donc effectivement, on collecte de la donnée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais collecter c'est bien, mais pas pour toujours. Voilà. Donc la durée de conservation des données doit être déterminée avant même la collecte et peut être définie ou recommandée par l'autorité de contrôle. Et elle doit être communiquée aux sous-traitants si vous avez des sous-traitants, mais c'est peut-être pas le cas ici. Donc le temps nécessaire au traitement est pardon, au traitement et pendant une durée déterminée. Donc il y a deux exemples en dessous. Le dossier administratif du personnel est conservé jusqu'au départ d'un collaborateur dans l'entreprise. Donc ça c'est pour le cas d'une entreprise. Donc vous pouvez très bien conserver un dossier d'un adhérent tant qu'il est adhérent de votre structure. Par contre, le dossier disciplinaire du collaborateur est conservé 1 an à compter de sa cessation de ses fonctions. C'est pareil, ça peut être pareil pour vos adhérents. Par exemple, quand vous avez alors, des documents, comment dire, des adhérents qui quittent votre association, vous avez le droit de conserver les données encore pendant X temps, à titre de contentieux, par exemple, si vous avez des transferts monétaires, ce genre de choses. Voilà. Donc les durées de conservation, pareil, c'est suivant le traitement que vous avez mis en place. Vous avez vu, ça peut être comment dire, des informations assez larges, hein. Ça peut être jusqu'à que l'adhérent quitte la structure, ce genre de choses. Par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est que si quelqu'un se désinscrit de votre asso, quitte votre association, de conserver son dossier pendant 25 ans. Voilà. Donc les données de conservation, donc j'ai données papier ou données numériques, il y a une durée de conservation. Les durées de conservation, elles sont très variables. Je les connais pas toutes et ça dépend du contexte et ça dépend des textes qui sont rattachés à la collecte de données. Mais par exemple, dans le domaine médical, certains dossiers médicaux, ils peuvent être conservés, je crois, jusqu'à 40 ans, pendant une durée de 40 ans environ. Donc, vous voyez, c'est énormissime. Ouais. Des fois, il y a des données qui vont être conservées. Et comme je disais, par exemple, tout à l'heure, l'exemple des vidéosurveillance, c'est 2 semaines environ, entre 2 semaines et un mois grand maximum. Voilà, un dossier, ce genre de choses, voilà. Donc, les durées de conservation, c'est se poser la question. Pareil, vous posez la question, vous, de votre côté, combien de temps j'ai besoin de les conserver? Tu vois, tu disais tout à l'heure, Chloé, si je dis pas de bêtises, oui, j'ai besoin de temps en temps de retrouver mes dossiers en cas de problème, etc. Effectivement, si tu peux le justifier en disant j'ai besoin de conserver mon dossier parce que je peux avoir, je sais pas moi, des contentieux jusqu'à, je crois, 5 ans après avoir versé une indemnisation, ce genre de choses et tout, dans ce cas-là, ta durée de conservation, de conservation, elle est de 5 ans, tout simplement. Ok. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, de toute façon, ils peuvent plus se retourner contre toi ou tu peux avoir de problème. Donc le dossier, t'as plus intérêt à le garder. Ce que tu peux faire, par contre, c'est si tu aimes bien les stats et tu as besoin de savoir combien de gens ont adhéré à ton asso, etc., c'est anonymiser le dossier. C'est-à-dire que j'ai un adhérent à ma structure, Claire Ribouillard par exemple, elle était adhérente à mon association, très bien, mais elle a quitté mon association parce que voilà, ça lui plaisait plus, et puis voilà, elle voulait peut-être travailler avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Je garde son dossier pendant 5 ans en titre de contentieux, etc. Enfin, ce qu'il faut pour faire les choses bien au cas où on a un problème ou accrochage. Par contre, ce que je peux faire, c'est qu'au bout de 5 ans, au lieu de supprimer le dossier bêtement, je peux juste l'anonymiser. Genre, simplement, il est plus anonymisé, donc j'enlève son nom, son prénom, nom, son adresse, enfin, toutes les données qui permettaient de l'identifier, les données personnelles dont on parlait tout à l'heure, et je garde juste les stats. Comme ça, je pourrais dire, sur l'année, entre l'année 2000, je sais pas, entre l'année 2015 et 2025, j'ai eu 142 adhérents. Mais Ok. ça, c'est pas une donnée identifiante, on sait pas de qui on parle. Mais toi, ça peut être intéressant de ton côté pour avoir des stats, par exemple. Ouais, ok. Ça marche. Merci, Guillaume. Il y a une question de Adeline qui a levé la main. Oui, c'est par rapport aux stats.
Si on anonymise, moi j'aurais aimé savoir par exemple sur quel territoire l'action de mon asso est la plus forte. Est-ce que je peux, si j'anonymise dès le départ en fait mes données, les garder? Bien sûr, Par exemple, quand on parle de tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, tout ce qui est RGPD, loi informatique et liberté, etc., c'est sur de la donnée identifiante. Donc à partir du moment où la donnée n'est plus identifiante parce que vous l'avez anonymisée, ben la réglementation ne s'applique plus, tout simplement. Donc si c'est de la donnée, d'accord, sûr qu'avec ces données-là, on peut pas remonter à la personne, bon, ben, a priori, il n'y a pas de souci. d'accord. Et mettre un numéro personne, est-ce que c'est déjà anonymisé ou c'est déjà trop identifiant? Alors, ça dépend si vous avez une corrélation entre s'identifiant et le numéro de la personne, c'est plus anonymisé. Par contre, si c'est juste un numéro lambda qui s'incrémente parce que vous avez une base de données au fur et à mesure vous l'incrémentez, non, normalement c'est pas identifiant. Après, si c'est un numéro unique et qu'on peut, comment dire, à partir de ce numéro-là, remonter jusqu'à la personne parce que vous avez gardé un fichier qui fait la corrélation. Je prends un exemple bête. Moi, j'ai un fichier où j'ai le numéro d'identifiant avec Guillaume Serrano derrière. Et j'ai un autre fichier où j'ai le numéro d'identifiant avec, je sais pas moi, son salaire, etc. Ok, j'enlève le nom prénom de mon premier fichier. Donc on se dit bon, il n'y a plus que l'identifiant, c'est pas du tout, c'est anonymisé, on sait plus qui est le numéro un. Mais dans l'autre fichier, il y a toujours le numéro un avec le salaire, etc. Ben, on peut peut-être refaire une petite corrélation au bout d'un moment. Ok, Voilà. d'accord. Mais normalement, non, si vous anonymisez vos données, on n'est plus dans le respect du RGPD parce qu'il n'y a plus de données personnelles en fait. Ok, Voilà, je reviens merci. là, pas de souci. La slide, la toute première slide de la présentation, c'est vraiment, on parle de données qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne. Voilà. Bon, après, avec les zones géographiques, ce qu'il faut faire attention quand même, pour préciser, c'est quand la zone géographique est trop précise. Voilà. Quand on a des petites associations avec, bon, j'ai littéralement, je sais pas, moi, une personne qui est adhérente à Saint-Étienne de Baïgorry, au fin fond du Pays Basque, petit village de 212 habitants. Bon, c'est pas forcément, elle a entre 35 et 45 ans. Les années d'études, je sais pas, elle a fait un bac plus 5, ce genre de choses. Vous savez, juste avec de la donnée qui a priori n'est pas identifiante, en fait, en faisant de l'inférence, il y a de plus en plus de données, on arrive à retrouver la personne quand même. Voilà. Vous n'êtes pas encore à ce niveau de détail-là, mais c'est des questions quand même à garder dans un coin de la tête si un jour vous grandissez beaucoup et vous voulez vous poser des questions à ce niveau-là. Il faut vraiment être sûr de ne pas pouvoir remonter à la personne, en fait. Il y a une question dans le chat de Luciel qui dit est-ce qu'il est vraiment possible d'anonymiser à 100%? Alors techniquement c'est possible, mais là on va rentrer sur des complexes d'algorithmie et de cryptographie qui sont un peu compliqués. Je vous invite, pour votre pure curiosité, à aller vous rendre sur le site de la CNIL qui parle de l'anonymisation. Hmm. C'était pas prévu d'en parler aujourd'hui, c'est vraiment dans un niveau de complexité un peu plus élevé. Pour vous dire, je pense pas qu'il y ait deux DPO sur trois qui le gèrent à 100% cet aspect-là. C'est vraiment, il y a des règles en fait pour vérifier que qu'une donnée est bien anonymisée. Voilà. Mais il y a même des recherches, hein. Quand je dis des recherches, vous savez, c'est des doctorants qui font des thèses sur le sujet, qui se posent encore des questions sur comment anonymiser de la donnée. Voilà. Donc c'est vraiment un sujet. Donc techniquement, c'est possible, surtout sur des petits jeux de données. Mais plus il va y avoir de données, et plus la question devient compliquée à se poser. Mais c'est normalement possible. Ok, donc les durées de conservation, donc voilà, on a fait un petit peu le tour, conserver, mais pas pour toujours, et que ce soit des données papier ou numériques. Allez, petite question, pour mettre un peu de dynamisme. Où les traitements de données à caractère personnel être inscrits? Alors, qu'en pensez-vous? A, dit Lucienne. Mais c'est pas facile. On a A pour Tania et Chloé. Ça m'a changé RPT. Super. C'est la bonne réponse? Écoutez, mais A est une bonne réponse, bravo, c'est bien. Oui. Je vois que j'ai pas endormi tout le monde, j'ai vu que tout le monde, la météo était de bonne humeur, j'espère que vous le serez toujours après la présentation, mais je vois que, je vois que, a On est priori, studieuse, on écoute vous suivez attentivement. jusqu'ici, c'est parfait. Le traitement qui a pour finalité la gestion des adhésions, tiens, je pense que ça vous concerne un petit peu peut-être, est basé sur quelle base légale? Ah, ça apparaît pas? On n'a pas Ah, les textes? vous avez plus le texte? Ah Ah, si, ça c'est y est. bon. Ça y est. Ouais, ça y est. Ça a mis un petit peu de temps à charger, on aurait dit. Alors, quelle est votre réponse? La gestion des adhésions. On a une question A, peut-être? Ou c'était peut-être celui d'avant.
Non, c'était peut-être la réponse d'avant. Chloé dit A. Là, on a moins de réponses. Martine dit D. Ouais, c'est pas évident. Moi, j'en vois Ouais. deux, mais enfin, Elle dit c'est B. une plus qu'une autre, mais techniquement, il y en a deux. Ouais. Et la réponse ici qui avait été donnée donc par mes confrères et tout, c'est l'exécution d'un contrat. C'est-à-dire qu'en fait, quand Ouais. vous avez un adhérent, techniquement, il y a bien un contrat entre votre adhérent et votre entité. Voilà, c'est-à-dire que vous avez vraiment vous avez comment dire un document qui dit OK, il a alors je sais pas si vos associations pardon sont payantes ou pas, mais il y a bien le côté Guillaume Serrano a versé tel dividende machin à telle association, il est inscrit voilà, il est membre de l'association, un peu quand vous serez membre en fait comment dire d'une société, d'une PME, quoi que ce soit. Alors, pour être membre d'une asso, en fait, y a pas, le paiement d'euros n'est pas obligatoire dans la loi 1901, donc voilà. Pour donner un exemple, effectivement, Oui, oui. ça peut être effectivement dans d'autres cas, j'imagine que ça peut aussi être le consentement. Là, je vous avouerai que c'est un peu touchy, mais le C et le D par contre sont pas des réponses valables. Pourquoi? Parce que le C et le D, donc l'obligation légale, vous avez aucune obligation légale d'avoir des adhérents à votre. Hop là, j'ai failli liker les réponses Ah là suivantes. là, le spoil. Ah, on n'a rien vu. On n'a rien vu, on n'a rien vu. D'avoir des adhérents, voilà. Et l'intérêt légitime, c'est-à-dire que c'est pas dans votre, enfin, c'est pas dans votre intérêt légitime, si vous avez l'obligation de le faire. Voilà. Donc, parmi ces informations, lesquelles doivent figurer dans le registre des traitements? Attention, Alors, plusieurs réponses possibles. il y a piège. Alors, qu'en pensez-vous? A, B, C, D, voyons voir. Chloé dit toutes, Martine dit A et D, Luciel dit C, B, D. Bravo, c'est bien joué, Luciel, C, B, D. Attends. Ah, Stéphanie dit C et D. Ok, je vois que tout le monde a un peu répondu. Ben, Mm, la réponse, c'était effectivement le CBD. Alors, mm. j'aurais plutôt dit BCD, mais pourquoi pas le CBD, ça peut le faire aussi. Pourquoi la réponse A n'est pas une bonne réponse? Votre registre des traitements, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est censé être une fiche, en fait, vraiment une fiche sur votre traitement de données, mais elle n'est pas censée spécifier nominativement, qui est inscrit. Ok. Vous allez avoir une fiche de traitement qui dit, moi j'ai une fiche de traitement pour la gestion de mes adhésions, je collecte le nom, le prénom, le numéro de téléphone de mes adhérents, je les conserve jusqu'à qui quitte l'assaut, plus 5 ans pour des raisons administratives. Voilà. Mais je vais pas dire Chloé Loué est venu à adhérer à mon association, etc., etc. On vient pas citer les personnes. Le but c'est de montrer que je fais les choses bien, mais je cite pas directement mes personnes. Voilà. Hmm. Le but de votre registre, c'est vraiment d'avoir des informations à ce niveau-là, un peu comme vous faisiez un peu des déclarations à l'époque à la CNIL. Vous ne demandez pas, est-ce que je peux récolter des données sur Guillaume Serrano et Chloé Boué? Non, et Loué, pardon. Ouais. C'était vraiment, est-ce que j'ai le droit de récolter des données sur, voilà. Hmm. Voilà, donc pas d'informations nominatives dans le registre. Ok. Donc voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour de ces sujets-là sur la conformité. Donc on a vu normalement si on comment dire si comment dire, vous avez pas trop décroché en cours de route, on a vu un traitement de données, qu'est-ce qu'était une fiche de traitement de données, qu'est-ce qu'était une donnée personnelle, combien de temps je dois essayer de la conserver, sur quelle base légale je me pose pour la collecter, qu'est-ce qui m'autorise à la collecter surtout, donc la notion des bases légales. Et voilà. Et maintenant qu'on a fait un peu tout ça, il y a vraiment une fois que j'ai mis tout ça en place, je vais essayer de sécuriser tout ça pour essayer de respecter les données de mes adhérents, des données des gens qui m'ont fait confiance, sur lesquels je traite des données. Voilà, donc je vais mettre quelques aspects mis en avant par le RGPD. Donc le privacy by design, c'est tout simplement, alors c'est un grand mot, hein, ils aiment bien les anglicismes, ça reste un règlement européen, le RGPD. C'est tout simplement, je vais pas forcément m'attarder très longtemps là-dessus, c'est vraiment en fait se poser toutes ces questions qu'on s'est posées dès le début en fait. C'est-à-dire avant de mettre tout ça en place, dire mince, moi je me par défaut, donc le privacy by design sur le respect de la vie privée dès la conception, je me pose ces questions-là avant de les mettre en place. Tout simplement, il faut pas arriver le jour J en disant mince, ça y est, j'ai pas du tout pensé à comment j'allais stocker mes documents, où est-ce que j'allais les mettre, comment j'allais les sécuriser, qu'est-ce que j'allais demander comme information, etc., etc. Hmm. Simplement. Ça, c'est vraiment les grandes lignes du privacy by design.
Pour les cas de traitement les plus sensibles, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a environ 1 heure sur le tout début de la présentation sur les traitements de données. Donc les traitements de données dits sensibles, donc tous les traitements qui vont faire intervenir des données un peu plus sensibles, type des données de santé, etc. Ou les traitements qui sont particulièrement sensibles de par leur volume. Par exemple, si vous êtes une énorme asso qui allait traiter les données de 500 000 adhérents, le traitement que vous allez mettre en place est susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes dont vous collectez les données. Dans ce cas-là, alors là, je rentre un petit peu dans le détail, mais c'est quand même important de le savoir, on met en place ce qu'on appelle un traitement de données à caractère personnel. On met en place ce qu'on appelle une AIPD, donc une analyse d'impact sur les protections des données personnelles. C'est en gros, je fais une analyse de risque pour dire attention, je mets un traitement sensible, je me suis posé les bonnes questions sur la sensibilité de ce traitement, est-ce qu'il y a besoin de faire une analyse particulière pour vérifier que ce traitement est respectueux de la vie privée. Voilà, donc ça c'est des critères qui font que un traitement de données à caractère personnel comment dire, est susceptible de faire l'objet d'une AIPD. Voilà, donc j'ai expliqué la collecte de données sensibles, la collecte systématique de données, l'évaluation, le scoring. C'est peut-être pas le cas pour vous pour l'instant, mais c'est quand même important de le garder en tête. Si un jour vous rentrez dans des données beaucoup trop sensibles, de se poser la question de est-ce que j'ai besoin de faire une AIPD. La violation de données, maintenant, c'est, admettons, vous avez essayé de mettre tout ça en place, mais vous avez eu un problème, vos données, les données que vous avez récoltées ont fuité. On parle de violation de données à caractère personnel. Donc, que vous soyez victime ou témoin d'une violation de données, il faut en informer au plus vite le responsable de traitement. Donc, si vous êtes membre d'une association, il faut en informer le plus vite possible votre présidente ou votre président. Et ce président ou cette présidente a 72 heures pour faire une déclaration à la CNIL. Voilà, c'est-à-dire que vous avez perdu des dossiers sur des adhérents, vous vous êtes fait voler des dossiers, vous vous êtes fait pirater votre site sur lequel vous gériez vos dossiers, vous avez perdu une clé USB dessus, j'avais toutes les fiches de tous mes adhérents, on en parle de violation de données. Il ne va pas forcément y avoir de conséquences pour vous, et même il n'y en a pas dans 99% des cas. Le but, c'est quand même de montrer, vous avez l'obligation de faire cette démarche dans les 72 heures auprès du site de la CNIL. Ça, c'est important à savoir. C'est pour ça qu'en fait, ils ont mis ça en place dans le RGPD pour éviter que les gens qui récoltent beaucoup de données sur vos vies privées cachent en fait qu'il y a une violation de données. Voilà, parce que les petits malins, les grands acteurs du privé qui collectent des données de tous les côtés, euh, voilà. En fait, quand il n'y avait pas cette obligation-là, ils le cachaient, et puis vous n'étiez pas au courant que votre numéro de téléphone, votre carte bancaire, etc. et tout avait fuité sur Internet. Il y a une Voilà. réaction dans le chat, Guillaume, de Le ça. Lucienne qui dit, mais on peut ne pas le savoir de... Effectivement, mais en fait, vous avez 72 heures pour le déclarer à partir du moment où vous êtes au Bah courant. oui, ouais. Tout simplement. C'est assez bête, mais il faut pas. Par contre, il faut. Si vous êtes jamais au courant de vos violations de données, au bout d'un moment, la CNIL, c'est là justement, risque d'intervenir et vous dire bon, c'est bien sympa, mais à chaque fois que vous avez une violation de données, vous êtes les derniers au courant, il y a un souci. Mais si vous êtes au courant, si voilà, si quelqu'un vous dit mince, j'ai perdu une clé USB, je me suis fait pirater mon ordinateur ou quoi que ce soit, Mm. il faut en informer au plus tôt. En 72 heures. Ok. Est-ce est-ce qu'il faut informer les potentielles victimes? Ça va dépendre justement de la nature de la violation de données. Quand vous allez faire la déclaration sur le site de la CNIL, ils vont vous dire en fonction de la fuite de données, est-ce Mm. qu'il est nécessaire ou pas d'informer les personnes concernées. Ah ok, c'est eux Généralement, qui... généralement la bonne pratique, c'est d'informer les personnes systématiquement. Mm. Si vous jugez que l'impact est minime et qu'il n'y a eu aucun impact sur le sujet, il n'y a pas forcément besoin de le signaler. Mais Ouais, ok. voilà. Par exemple, un truc tout bête, vous perdez un dossier ou une clé USB avec beaucoup de dossiers d'adhérents, je pense qu'il va falloir faire une déclaration. Par contre, si vous travaillez dans une grosse asso, vous avez plusieurs services différents, ben je sais pas moi, vous avez envoyé le mail au service juridique à la place d'envoyer le mail au service des ressources humaines. Mm. Bon, c'est pas très grave, c'est en interne, le problème a été corrigé, on a corrigé la mailing list. Est-ce qu'il y a besoin d'en informer les personnes? C'est pas, voilà, c'est pas forcément, il n'y a pas eu de fuite de données en dehors du cadre interne. Ça reste une violation de données parce que les personnes de juridique n'avaient pas besoin d'avoir ces informations-là qui sont normalement réservées qu'aux ressources humaines ou vice-versa. Mais il n'y a pas Mm. forcément besoin de faire une déclaration, voilà, soit Ouais, de ok. faire une déclaration à la CNIL ou d'informer les personnes. Ouais, ok. Donc je souhaite mettre en place un nouveau traitement. Quand dois-je définir les durées de conservation des données que je vais traiter? Alors c'était la slide juste avant, j'avance un petit peu parce que je vois le temps qui y passe. Et Ah, effectivement, la réponse était dès la conception de mon projet. Bien vu. Donc le fameux privacy by design. Voilà. Par erreur, je transfère un fichier par mail contenant les données personnelles de plusieurs adhérents à un membre de l'association. Que dois-je faire? Mince, je vais l'envoyer à mon collègue, je vais l'envoyer à un autre membre de l'association.
Mhm. Je ne fais rien, je signale au destinataire que c'est une erreur et c'est tout. Je préviens le client concerné, je préviens le président le plus rapidement possible. Bon, le président ou la présidente d'ailleurs. D. Non. Effectivement, je préviens le président le plus rapidement possible pour que lui aille faire, ou elle aille faire le nécessaire sur le site de la CNIL. Et je reçois par email un lien d'une personne que je ne connais pas. Alors, est-ce que je clique sur le lien? Est-ce que j'informe la CNIL? Est-ce que j'ignore le mail ou est-ce que je supprime le mail? Ça, c'est une petite question phishing au niveau de la sécurité. D. Et effectivement, je supprime le mail sans le lien. Bon, qu'est-ce qu'une violation de données? Pareil, je vous le passe. C'est ce que je Tout vous disais ça. tout à l'heure. C'est tout ce qui peut concerner une donnée. Voilà. Attention, la destruction de données est aussi une violation de données. C'est-à-dire que si vous détruisez de la donnée sans le vouloir, bon, c'est une violation moins grave que si elle avait été divulguée de mauvaises personnes, mais admettons, je sais pas, on supprime vos données relatives à vos dossiers à votre données de santé. Bon, si on n'a plus votre dossier de santé, ça peut quand même poser des problèmes. Alors, Voilà. Donc, comment répondre? Attendez, je vais juste me brancher parce que je vois que j'ai la batterie de mon ordinateur qui. après, Guillaume, au niveau des logiciels, parce que aujourd'hui, beaucoup les assos, on fonctionne avec des outils type Hello Asso, il y a Place, Connect, enfin, on a des logiciels d'emailing type Brevo, on a Oui. beaucoup d'outils logiciels. Ça, c'est des outils qu'il faut détailler dans notre registre de traitement. Alors, Ou- en fait, quand tu prendras le registre de traitement de LinkedIn avec à quoi ressemble une fiche de traitement type, Ouais, il peut y avoir effectivement cette information qui est intéressante. Je crois qu'elle n'est pas obligatoire, mais en fait, il y a deux types de registres. Il y a le registre article 30, qui est, on va dire, le registre minimal avec ouais, les informations que tu peux mettre dedans, et ce qu'ils appellent le registre étendu, où là, tu peux rajouter un petit peu des informations annexes et qui te permettent un petit peu de piloter justement ta conformité. Et ok, l'intérêt, justement, c'est que si tu utilises beaucoup de logiciels, de les citer dans ton registre de traitement, c'est vachement plus simple pour toi. ouais, Pourquoi? Parce que tu sais que si ton logiciel Toto tombe en panne, enfin s'est fait pirater, tu sais que dessus, mince, sur Toto, je traitais tous mes dossiers RH, donc je sais que le traitement de données de gestion de mes ressources humaines, tous ces données-là ont potentiellement fuité et ça concerne environ, je sais pas moi, 10 personnes qui travaillent dans mon association, etc., etc. Ça peut être intéressant, effectivement. Comme ça, au moins, tu sais où sont tes données et tu sais ce qui fuite en cas de problème. ouais, ok, merci. Mince. Hop, répondre à un exercice de droit, à une demande d'exercice des droits. Donc, non, attendez, juste une réponse. Moi, c'est un peu ce que je citais tout à l'heure, donc je Mm. vous ai un petit peu spoilé sur cette slide-là que j'avais oublié qui était à la fin du diapo. Comment je fais pour répondre à une demande d'exercice de droit? Donc, une personne concernée va vous formuler une demande. Donc, la demande peut être faite par un formulaire, peut être faite par un courrier postal, ça se fait encore, ou par mail, des fois par téléphone. Si c'est fait par téléphone, il faut généralement rediriger la personne et lui demander qu'elle le fasse à l'écrit pour garder une trace écrite de cette demande d'exercice de droit. Si vous avez un doute sur l'identité de la personne, donc là c'est la petite étape numéro 2, vous pouvez vérifier l'identité du demandeur. Tiens, c'est quelqu'un qui vous contacte juste par mail, c'est pas son mail habituel avec lequel il vous écrit dans l'association, c'est pas le mail que vous avez renseigné dans vos fiches de traitement. Vous pouvez avoir un doute et lui demander, bah, prouvez-moi votre identité. Une fois que vous avez vérifié son identité, ben, vous pouvez justement extraire les données qu'il vous demande. Il vous demande d'accéder à toutes ces données, vous allez accéder à toutes les données que vous possédez sur lui et vous lui mettez vous lui en faites une copie et vous lui envoyez. Ça peut clôturer la demande. Là, il y a une étape intermédiaire pour le 4 avec le truc en bleu, c'est si vous travaillez avec plein de structures, ce qu'on disait tout à l'heure, des sous-traitants qui vont vous aider pour certaines opérations dans votre association parce que vous êtes énormément nombreux et vous avez besoin d'un coup de main. Vous devez récolter les données que vous avez sur lui, mais aussi vos sous-traitants. Attention. Faut vraiment récolter toutes les données que vous avez sur lui. Voilà, voilà. Et je crois qu'on arrive au bout de cette présentation, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça faisait vraiment un volume assez dense d'informations. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le RGPD est un peu plus clair pour vous? Est-ce que vous comprenez un peu comment dire, toutes ces obligations qui s'accrochent à votre périmètre? Est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair aujourd'hui? Ça fait beaucoup d'informations, hein, j'en suis Mm. conscient. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce Vous que pouvez vous prendre la avez parole peur? si vous voulez, hein.
Tania, Martine, ouais, ouais, prenez la parole, hein, pas forcément Je veux dans le bien chat. faire un retour. Oui? Du coup, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Merci pour la présentation. En fait, moi, je réfléchissais parce que dans le cadre de mon association, en fait, on aimerait bien avoir un logiciel pour suivre les parcours des femmes qu'on va accompagner. Et du coup, on se posait des questions par rapport au traitement des données parce que, en fait, nous, quand on a fait le diagnostic pour mettre en place notre association, on a cherché en ligne des infos, des données un peu sur les femmes dans le secteur agricole en Afrique de l'Ouest et on n'a pas trouvé grand-chose. On se disait que nous, on aimerait bien à long terme pouvoir récolter des données pour, je sais pas, que ça aide d'une certaine façon d'autres types de structures qui pourraient raccompagner des femmes. Mais en fait, dans le cas précis dans lequel on est, qu'est-ce que nous, on pourrait mettre en place pour essayer de proposer nos données sans que les informations clés des femmes qu'on accompagne soient divulguées, mais que aussi les gens puissent avoir des infos pour pouvoir éventuellement accompagner, enfin continuer dans ce chemin de l'accompagnement des femmes dans le secteur agricole. Je sais pas si c'était clair, c'était assez dense comme question, mais... Ah, j'ai pas tout compris la question, effectivement. C'est-à-dire, tu chercherais des informations à pouvoir transmettre pour pouvoir, en gros, faire adhérer plus de gens à ta cause, sans Exactement. forcément dévoiler d'informations sur les personnes qui sont déjà adhérentes. Exactement. Ok. Mais en fait, tant que tu donnes des informations d'ordre général sur ta structure, sans citer des informations personnelles des personnes, tu peux le faire comme tu veux. D'accord. Il y a aucun souci. Encore une fois, là, on parle de données qui sont de données personnelles, de données de personnes identifiantes. Je sais pas si vous voyez ma caméra, j'essaie de la remettre, mais je crois que Non, on te elle ne voit veut pas. plus, mais Non, ouais. ouais. Écoutez, c'est pas grave, elle veut pas se rafficher, tant pis. Voilà, donc on parle de données personnelles. Donc quand tu es sur de la donnée que fait ton association, c'est comme si tu faisais de la pub de ton asso, mais tu identifies personne. Donc moi je vois pas de problème à ce niveau-là. Par D'accord. contre, si tu commences à citer, dire oui, on a une femme qui, voilà, on gère le dossier d'une femme qui a entre 40 et 45 ans, qui a travaillé dans tel endroit, elle a fait tel type de travail, elle a fait tel type d'études avant, elle est mariée, elle a deux enfants, etc. Bon, là, si tu rentres un petit peu dans le détail un peu trop précis, et ça risque d'être assez facile de remonter à cette personne-là. Ok. D'accord. Mais si tu donnes des informations générales sur l'assaut, il n'y a aucun souci. Ok. La Merci. question, pardon, je rebondis, la question de Stéphanie. Moi, j'y veux aussi une question, en fait, du coup, par rapport à le RGPD. Ça couvre moi, je pensais que ça couvrait peut-être plutôt les personnes qui sont en Europe. Et là, elle parle de données des personnes qui sont en Afrique. Du coup, est-ce que ça Alors, couvre le les données RGPD, des personnes effectivement, où qu'elles soient? effectivement, le RGPD, en fait, c'est un règlement européen qui s'applique, alors évidemment, à tous les pays les pays adhérents, mais ça concerne aussi si tu veux mettre en place des données de citoyens français, enfin, comment dire, si une entreprise étrangère ou une association étrangère, etc., veut traiter des données de citoyens européens, le RGPD s'applique. Le transfert de données, si ça vise des citoyens des citoyens, on va dire en France, par exemple, même si le pays est étranger, il doit normalement doit pouvoir s'appliquer. C'est un peu tous les sujets qu'on a eu. Je sais pas si vous avez regardé les médias sur les 10 dernières années un petit peu vis-à-vis des Américains et leur loi anti-espionnage. C'est-à-dire que nous, en France, on est plutôt protecteur de la vie privée. Donc on a la loi informatique et liberté, on a le RGPD, et les Américains, eux, ils sont plutôt dans le délire d'avoir des lois anti-espionnage. Où dans leur base de données, ils ont des données sur tout le monde, et puis en fait, il suffit d'avoir un mandat et d'aller récupérer de la donnée sur les personnes pour aller savoir toute sa vie privée et même si des fois le risque est pas avéré, mais s'ils ont un doute pour aller piocher directement sur des bases gouvernementales et aller choper la donnée qui les intéresse. Et nous, ça nous a posé des soucis parce que on dit oui, on veut bien travailler avec les Américains et travailler avec des outils américains type Microsoft, etc. Mais en leur disant, attendez, nous, on protège les données de nos citoyens, donc vous n'avez pas intérêt à faire pareil avec nos données. Voilà. C'est tous les sujets d'accroche qu'il y a eu autour de la protection des données avec ces acteurs-là. Mais effectivement, les données s'appliquent à ceux qui sont résidents en Europe et les traitements qui concernent des Européens, dans le sens aussi. Et donc, une association qui stockerait des données sur des personnes qui ne sont pas résidents ou citoyens européens pourrait le faire, en fait? Ça rentrerait pas dans le cadre du RGPD? S'ils le font en Europe? Alors, ça dépend si l'association est domiciliée en Europe, Ouais. ça va être compliqué parce que du coup, la juridiction s'applique. Par contre, si c'est une association qui est, je sais pas, moi, je veux dire, dans un pays qui est pas du tout adhérent,
et qui veut traiter des personnes qui ne sont pas du tout des données d'Européens, il n'y a plus du tout de réglementation effectivement qui s'applique. Enfin, ils ont leur propre réglementation. Je sais pas si je suis très Ok, clair à ce merci. niveau-là. Si. Du coup, ça s'applique du moment que l'association est en Oui, bien Europe. sûr, Ça exactement. s'applique s'ils stockent Oui. des informations, d'autres données, même s'ils ne sont pas européens. Ok, Oui. merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, à suivre dans le chat, je vois des questions. Adeline, Alors, alors, ouais, voilà, on a demandé à tout le monde de laisser un petit voilà. mot. J'ai vu que Charlotte vous a aussi partagé un formulaire si jamais vous voulez bénéficier de 1 heure de rencontre avec les spécialistes du programme Latitude, Cyber for Good. N'hésitez pas à soumettre vos demandes. Et Claire vous disait, voilà, avant de partir, si vous voulez mettre un petit mot, il y a Adeline qui disait, je retiens la séparation stato et données perso. C'est quoi stato? Ça va être stat, Stat, peut-être. ah oui, enfin, Oui, je l'avais effectivement, pas. mais les Merci. stats, à partir du moment où c'est bien anonymisé, Ouais, attention. ouais. Sur des stats avec de la donnée personnelle, il y a des gens qui le font encore et c'est pas terrible. Mhm. Et on a Tania qui disait merci encore pour cette information, c'était très utile. Et puis Tania a dû partir et vous remercie. Super. Et Luciel dit merci beaucoup. N'hésitez pas à partager ce que vous retenez, si voilà, la pépite que vous emportez. Martine, tu dis RGPD, ça fait un peu peur à chaque fois. Et un grand- Pas de Mais c'est- souci. Oui, c'est quand on connaît pas, ça peut faire un peu peur, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une chose à retenir du RGPD, je trouve, et pour un peu le dédramatiser et le rendre un peu moins effrayant, c'est que c'est vraiment un texte qui vise à protéger en fait vos droits, vos données, tout simplement. C'est vraiment un texte qui se veut, même si bon, on peut toujours y voir le verre à moitié vide en disant que voilà, c'est pas forcément super bien appliqué et que derrière il y a des lobbies qui nous dépassent un petit peu. Les intentions premières du texte, c'est quand même protéger la vie privée des personnes et protéger votre vie privée à vous et celle de vos adhérents. Donc il y a quand même derrière des objectifs de conserver votre vie privée et d'avoir des droits sur celle-ci, de pouvoir exercer des droits sur vos données. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal en vrai. Je vous ai mis aussi dans le chat, tu m'en avais parlé, Guillaume, la CNIL, qui a fait un Bien sûr. guide pour les assos. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Et j'ai trouvé également la page qui parle du registre des traitements de la CNIL, où il y a le fichier Excel, qui est un peu barbare, mais Ouais, ouais, il est pas très joli, mais bon, il a le, comment dire, il est là, il est là. Voilà, il a le il est là, mérite quoi, voilà. d'exister. Il a le mérite Euh, d'exister, exactement. Et donc, je le rajouterai, Claire, dans le carnet de route. Voilà, on fera peut-être une petite étape RGPD, de dire au moins Ouais, très de se bien. renseigner et de créer ce registre. Bah, Euh, La question de Luciel dans le chat, oui, à Sopreneur, on envisage une réflexion sur l'application de la RGPD nous-mêmes au sein de notre propre association à Sopreneur, mais comme disait Chloé, on va le rajouter dans le carnet de route pour que ça mm. devienne une étape obligatoire dans la structuration des assos. Est-ce que vous avez une dernière réaction ou question avant de libérer Charlotte et Guillaume? Ah, Irène, y a-t-il un lien RGPD et acceptation des cookies? Alors, il y en a un, mais il est moins évident. En fait, c'est pas forcément le RGPD lui-même, je sais pas si vous vous avez rappelé la petite chronologie que je vous ai montré, ce qu'il y avait entre 78 et 2018. Mm. Il y a des directives de temps en temps. Donc là, les cookies, ce qu'on appelle une directive, la directive e-privacy, qui a été transposée en droit français en 2000 quelque chose. 2000. Ouais, j'ai pas forcément les dates en tête. Et effectivement, c'est aussi qui a été transposée du coup dans la loi informatique et liberté et qui vise aussi à protéger vos données personnelles. C'est tout un autre sujet, les cookies, mais effectivement, les cookies, ça peut être une donnée identifiante et les cookies, c'est encore une fois la réglementation autour des cookies qui paraît un peu agaçante au premier abord parce qu'on voit des bandeaux de cookies et tous les côtés, plein de trucs qui s'ouvrent de tous les côtés qui sont pas forcément très ergonomiques. La volonté, c'est de protéger vos données aussi derrière. Il y a tout un sujet à faire sur les cookies. Je pense qu'il me faudrait une petite demi-heure, voire 1 heure pour faire un petit peu le tour du sujet sur les cookies. Mais... Ok. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci à vous pour l'organisation de ce webinaire. On espère que ça vous a plu. Et comme on vous disait tout à l'heure, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Si jamais vous ne voulez pas tout de suite prendre un rendez-vous avec nos spécialistes, on est vraiment disponible pour répondre à vos questions. Super. Merci beaucoup. Merci. On relaie au sein de la Super. Sopreneur tous les liens pour qu'il y ait les prises Ouais. de rendez-vous des experts. Mm. Parfait. Voilà, on va mettre tout Merci ça. beaucoup. Merci encore à vous. Merci Guillaume, Écoutez, merci Charlotte. Merci mais je vous en Guillaume. prie, merci à toutes. C'était au Merci plaisir. beaucoup. Bonne Bonne fin de journée. journée.
Merci, au revoir. Merci aussi. Au revoir.